Bienvenue à l'émission. Cette semaine à Planète Terre, nous allons d'abord parler des malheurs de Gordon Brown, le premier ministre britannique qui a bien de la difficulté à faire remonter les opinions favorables à son parti, le Parti travailliste, et qui devra à l'automne affronter une élection qui pourrait être sa dernière. Est-ce que c'est déjà écrit dans le ciel? C'est ce que nous discuterons avec un spécialiste de la question de la troisième voie des politiques sociales européennes qui s'est beaucoup penché sur le Royaume-Uni, Denis Saint-Martin, qui est directeur du Centre d'excellence sur l'Union européenne. Ensuite, nous allons parler de changement climatique et de biodiversité, mais sous l'angle des nouveaux outils. Qu'est-ce qui est en train de se développer à la fois dans le droit local et international, les politiques publiques pour mieux protéger le climat et la biodiversité? Deux invités, Dina Koutouki de la faculté de droit de l'Université de Montréal et Pierre André, géographe. Et pour terminer, nous allons discuter de l'économie mondiale. Est-ce que c'est une nouvelle religion? C'est du moins la thèse d'un livre qu'a lu pour nous Karim Benyekleff, le directeur du Centre de recherche en droit public. Il va venir nous parler de ce livre en fin d'émission. Alors, dans un instant, derrière le bruit de la chute de Gordon Brown. Derrière le bruit, cette semaine, on va parler des malheurs de Gordon Brown. Gordon Brown, c'est le premier ministre du Royaume-Uni, celui qui a succédé à Tony Blair. Il aurait voulu lui succéder beaucoup plus tôt, mais comme plusieurs successeurs qui viennent en fin de cycle politique, il est aux prises avec un certain nombre de problèmes et on ne se pose même plus la question de savoir s'il va réussir à s'en tirer. Des élections devront être tenues en Angleterre d'ici quelques mois. Et M. Brown n'a plus qu'à choisir la date de la fin de sa carrière politique comme premier ministre. Pourtant, cela ne résume pas la contribution de Gordon Brown à la vie politique du Royaume-Uni et du courant social-démocrate. Nous allons en discuter avec un expert de la chose, Denis Saint-Martin. Merci d'être là, Denis. Bonjour. Denis, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal. Vous dirigez le Centre d'excellence sur l'Union européenne et vous êtes beaucoup intéressé aux questions de troisième voie d'administration publique, évidemment, pendant des années. Et vous avez été brièvement conseiller de Paul Martin pour les questions québécoises. Je tiens à souligner parce qu'on va parler d'un certain parallélisme entre les deux hommes. Alors, vous avez publié récemment un texte tout à fait à propos pour la situation de Gordon Brown dans les cahiers internationaux de sociologie qui sont publiés par le CNRS dans le numéro de ce printemps. Vous avez un texte qui s'appelle « La régulation de l'éthique parlementaire, l'institutionnalisation d'un champ d'expertise contesté ». Et on sait que l'éthique parlementaire est une des choses qui font tomber Gordon Brown. Une autre corde à votre arc, c'est la politique internationale. Vous avez publié dans ce livre « Les enjeux de la politique étrangère canadienne », un article qui s'appelle « La politique étrangère des libéraux au Canada, un instrument de construction de l'identité nationale ». Bon, alors, Gordon Brown, d'abord, situez-nous dans le temps la rivalité, les frères ennemis, Gordon Brown, Tony Blair. Oui, au milieu des années 90, Blair et Brown, apparemment, scellent un pacte dont personne n'a été témoin, mais ça fait partie de la mythologie de leur partenariat en politique qui a contribué justement à faire le virage où on a repositionné le Parti travailliste davantage au centre de l'échiquier politique. On l'a ramené plus vers le centre. Et Brown et Blair, donc, avaient ce mariage politique qui a été une grande réussite parce que finalement, 12 ans plus tard, les travaillistes sont toujours au pouvoir. Et on peut dire que dans ce mariage de convenance, Gordon Brown représentait davantage l'héritage travailliste, c'est-à-dire plus près du milieu des travailleurs, du milieu syndical, donc plus à gauche, alors que Tony Blair était l'élément davantage de droite. Alors, il faut dire qu'ils étaient tous les deux ensemble à l'université, ils partageaient la même chambre, et il y a un moment où on ne savait pas lequel des deux allait se présenter comme chef du Parti travailliste, et finalement, Brown a dit à Blair, « Tu es un meilleur communicateur, donc... » Et là, vous allez nous expliquer le pacte. Et donc, en effet, c'est ça. Le meilleur communicateur a gagné. Ça en dit long sur la politique et l'importance d'avoir ce type de talent-là à l'heure de la politique spectacle. Donc, Gordon Brown, chancelier de l'échiquier, il a occupé ce poste. Je pense qu'il a été celui qui l'a occupé le plus longtemps de toute l'histoire parlementaire britannique. Donc, et ça, c'est le super ministre de l'économie. Donc,
C'est ça, c'est le budget, Conseil du Trésor, Conseil le du Trésor, finance, économie. industrie, tout est là-dedans. Voilà, En ouais. effet, c'est le super ministère, comme vous le dites si bien. Et à ce super ministère, Brown, son héritage, en fait, a été de transformer le ministère du Trésor, le Treasury, non seulement en super ministère de l'économie, mais aussi des affaires sociales. Voilà. Parce que c'est là que s'est fait la transition ou l'arrimage où auparavant, le côté social était toujours un peu l'enfant pauvre de la politique économique. On pensait à la politique économique et lorsqu'il nous restait encore un peu de ressources, on pensait à la politique sociale. Alors, tandis qu'avec Blair et Brown, on a justement réinventé la façon de faire de la politique sociale en disant qu'au contraire, la politique sociale n'était pas un coût n'était pas une dépense qu'on pouvait se permettre une fois qu'on avait la croissance économique, qu'elle était élémentaire, qu'elle était indispensable à la croissance économique, qu'il fallait investir dans le social pour avoir une croissance économique. Par exemple, quelles seraient quelques mesures sociales que Brown a développées pendant ces années? Énormément. En fait, c'est ce qui est intéressant et ce qui probablement illustre le plus le côté troisième voie, c'est-à-dire cette voie qui cherche à faire la conciliation entre le marché et l'État dans la production économique et sociale. Ça a été surtout des dépenses sur les familles les moins riches via des transferts et des avantages fiscaux. C'est-à-dire que sous Brown, la Grande-Bretagne, ses dépenses sociales ont fortement augmenté, mais non pas dans la prestation de services. On n'a pas fait comme au Québec, construit des garderies à 5 $ ou à 7 $ avec du personnel qui est souvent rémunéré via les fonds publics. On a surtout fait du transfert via la politique fiscale. C'est dans ce sens-là que genre de prime au travail. Donc, ça, exactement. Les travailleurs pauvres, à bas revenus, ont un supplément salarial, comme il y en a un maintenant au Québec, mais beaucoup plus généreux en Grande-Bretagne. Exactement. Donc, et c'est la raison pourquoi le Treasury est devenu le véritable ministère de la politique sociale, parce que de plus en plus, on a fiscalisé la politique sociale au Royaume-Uni, c'est-à-dire une politique sociale qui passe davantage via des incitatifs fiscaux plutôt que par des services directs à la population. Ces services-là demeurent fournis principalement par le marché, mais avec les incitatifs fiscaux qui permettent aux citoyens travailleurs de s'en procurer. Il faut dire que sous Margaret Thatcher, donc les inégalités de revenus avaient cru de façon importante. Exact. Et le nombre d'enfants pauvres avait explosé. Exact. Et l'administration Brown-Blair, et là, tous les mémorialistes qui sont déjà disent, en fait, ce n'est que Brown qui s'occupait de ça, se sont donnés comme objectif de réduire de moitié la pauvreté infantile sur un délai d'à peu près 10 ans. C'est ça. Et que d'année en année, c'était suivi de très près. Et les progrès sont notables, y compris sur la base de l'inégalité globale des revenus. Absolument. Absolument. Là-dessus, on peut dire que le partenariat Brown et Blair en matière de réduction des inégalités sociales, des pires formes d'inégalités sociales, je pense qu'on peut dire que le bilan est globalement positif. Maintenant, on peut dire que, justement, les tractations qui ont donné lieu au mariage Brown-Blair reviennent sous forme de fantômes le hanter une dizaine d'années plus tard. C'est ça, parce qu'on disait que dans ce pacte dont les deux personnes ne s'entendent pas pour dire ce qu'il était, c'est que Blair devait gouverner un certain temps, puis laisser la place à Brown. Dans une période où on sait, normalement, plus que 2 mandats, c'est très difficile. Donc, Brown s'attendait à ce que Blair lui cède la place après un mandat, ce qui n'a pas eu lieu. Et donc, Brown est obligé d'attendre la fin même plus tard que la fin du deuxième mandat, donc 2 mandats et demi. Et là, on se retrouve dans le problème type du successeur qui arrive, comme Paul Martin l'a fait après 2 mandats et demi, de Jean Chrétien, d'essayer de reprendre les rênes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du degré de difficulté que M. Brown a eu à affronter? Les deux situations sont tellement comparables et les leçons à dégager semblent tellement les mêmes, en ce sens que prendre la suite des choses après qu'un gouvernement est au pouvoir plus d'une dizaine d'années, il y a une espèce de fatigue. Eux aussi, ça se passe toujours au Canada, ça s'est passé dans un
climat de scandale. Au Royaume-Uni, ça n'a pas été le cas. Ça, c'était plutôt la crise économique l'an passé qui a joué pendant un moment en faveur de Gordon Brown. Parce qu'il semblait qu'ils étaient l'homme de la situation, c'est l'homme de l'économie. Certainement, avec la tenue du G20 à Londres, certainement était tout à fait positive pour lui. Mais maintenant, avec le scandale, qui n'est pas un scandale comme celui des commandites, mais qui est d'une autre nature, mais qui est certainement aussi important, avec le scandale de compte des dépenses des députés, ça vient justement l'attaquer sur un côté sur lequel lui est personnellement inattaquable. Oui, ce fils de pasteur presbytérien à l'éthique très rigide, à la morale très... Donc, on n'a pas de compte de dépenses de Gordon Brown lorsqu'il était parlementaire, rien. Alors, absolument rien. Alors, expliquez pour ceux qui n'ont pas suivi en une minute de quoi il s'agit dans ce scandale. En une minute... En Grande-Bretagne, lorsqu'on regarde les statistiques sur le salaire des politiciens avec les autres pays du G8 ou avec des pays souvent beaucoup plus pauvres, certaines républiques en russe d'ailleurs, les salaires des politiciens britanniques sont plus bas. Et un des compromis historiques qui a été fait, parce que faire des lois ou voter au Parlement pour augmenter les salaires des députés, personne ne veut faire ça. Donc, on a passé par la porte de derrière et on a créé des petits comptes de dépenses discrétionnaires qui étaient gardés assez loin de l'œil du public. Et d'où le scandale est né, justement, les abus, qui ne sont pas des sommes mirobolantes, on parle de dizaines de milliers de dollars ou un peu plus, mais qui sont justement vus comme étant extrêmement abusés. C'est la nature des factures. Parce que là, donc, si chaque parlementaire devait trouver des factures pour, je ne sais pas, 10 000 $, ben là, tout y passait, le toilettage du chien, l'achat de la deuxième voiture. Bon, ils accumulaient... La maison du canard. Voilà, ils accumulaient, évidemment. À la première page des tabloïds, ça ne fait pas bon effet. Alors, pourquoi est-ce que Gordon Brown est tenu responsable d'un système qui existait bien avant lui, qu'il n'a pas créé, qu'il n'a pas défendu, mais qu'il a trouvé sans le modifier? Absolument. Et ça, c'est un... Bon, pourquoi lui? Pourquoi est-il blâmé? Je pense que lui n'est pas personnellement blâmé. C'est le président de la Chambre, le speaker, qui a dû démissionner il y a 2 semaines. C'est lui qui a pris le blâme et qui a démissionné. Parce que quand on regarde les sondages, les travaillistes sont aussi négativement affectés que les conservateurs ou les libéraux-démocrates sur cet enjeu-là. En fait, certains journaux comme The Guardian disent, lorsqu'on regarde les comptes de dépenses, on s'aperçoit que les comptes de dépenses des députés du Old Labour sont beaucoup plus intègres et propres et on reconnaît bien l'espèce de vieille éthique de gauche de faire attention aux ressources, de ne pas dépenser. Bon, que les députés du New Labour, c'est-à-dire les plus jeunes. Donc la génération Blair, plus dépensière que la génération précédente du Labour. Celle du capitalisme casino promu par Blair et d'autres sont apparemment plus susceptibles d'avoir été entachés par ça. J'ai trouvé que c'était une remarque quand même intéressante. Donc, ce qui arrive en ce moment, Brown a annoncé la semaine dernière un vaste chantier de réforme qui serait à la fois constitutionnel, électoral, revoir le mode de scrutin, et aussi qui met fin à la capacité du Parlement de s'auto-réglementer en ce qui concerne les comptes de dépenses et tout ce qui concerne les questions d'intégrité des députés. Parce que dans un système comme celui des British, où il n'y a pas de constitution écrite, le Parlement demeure suprême. Il n'y a aucune loi qui peut forcer le Parlement à faire les choses différentes. C'est comme au Canada ou au Québec, où le vérificateur général ne peut pas regarder dans les dépenses de l'Assemblée ou du Parlement. Exact. Mais là, dorénavant, il y aura un chien de garde indépendant qui, en théorie du moins, est supposé d'avoir ce pouvoir-là si le projet de loi est adopté. Bon. Alors récemment, il y avait une échéance, l'échéance des européennes, où partout en Europe, les partis de gauche ont subi une déconvenue importante, et en particulier en Grande-Bretagne. Oui, les partis associés à la mouvance travailliste, donc au gouvernement, ont fait élire une douzaine de députés, pas plus. Ce sont les partis indépendantistes ou fortement nationalistes et de droite populistes qui ont surtout gagné. Donc, tout ça contribue à affaiblir le premier ministre Brown. Alors qu'il y a eu depuis 2-3 semaines la démission en rafale de presque une dizaine de ministres, tous des juniors quand même, parce qu'il faut comprendre que le système de gouvernement britannique fait la distinction entre des ministres seniors qui se réunissent une fois par semaine autour de la table du cabinet et des ministres juniors qui, eux, sont
l'équivalent de secrétaire parlementaire. Ils sont invités à la table du cabinet lorsque leur dossier est discuté. Voilà. Et là, alors, cette dizaine de ministres juniors ont démissionné parce que... La plupart avaient des problèmes avec leur compte de dépenses parlementaires. Voilà. Et évidemment, certains ont cherché à sauver la peau en démissionnant sur des questions de principe. Sur des raisons de principe. Oui. Mais bon, disons que... Oui. En principe, ils aimeraient changer de sujet. Exactement, c'était pas très persuasif. Sauf que ce qui arrive, ce qui est intéressant de voir Brown qui s'affaiblit, est aussi un Brown qui revient tranquillement à des valeurs qui, lui, à ses yeux, sont plus sûres, c'est-à-dire des valeurs de gauche. En ce sens que déjà, on voit que il y avait un vote qui devait prendre place cette semaine sur la privatisation de Royal Mail. Et là, ce vote-là a été retardé. Ouais. Donc, ça, c'est un projet travaillé très Blair, de privatiser la Poste. On a mis ça de côté pour le moment. La gauche est assez satisfaite de ça. Denis Saint-Martin, en 1 minute. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire, Gordon Brown, avant l'élection qui verra la fin de sa carrière politique? Gouverner avec des politiques publiques où on reconnaît sa compétence en matière économique. Le contexte global le favorise, en quelque sorte. Deuxième chose, son adversaire n'est pas si populaire que ça. David Cameron a une cote de popularité personnelle assez forte. Le chef du Parti conservateur. Les gens demeurent méfiants à l'endroit du Parti conservateur en tant que tel. Et on pourrait se retrouver avec une situation où, depuis longtemps, un gouvernement à la minoritaire, ça ne m'étonnerait pas du tout. Minoritaire conservateur ou peut-être même minoritaire Labour? Un ou l'autre. Même situation de gouvernement minoritaire ne m'étonnerait pas étant donné l'état de l'opinion publique. Alors, Denis, qu'est-ce que vous avez choisi comme plage musicale pour illustrer la situation de M. Gordon Brown? Je pense que le premier ministre a besoin de l'aide de tous ses amis et donc la help des Beatles nous semblait fort appropriée. Denis Saint-Martin, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur les malheurs de Gordon Brown et on écoute grâce à vous les Beatles interpréter Help. Help, I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. En profondeur cette semaine, on va parler d'environnement et d'abord de changement climatique. Alors les changements, comme vous le savez, ils sont en cours, mais ils sont en train de provoquer à la chaîne une série de changements dans la façon dont on adapte nos sociétés à ce réchauffement actuel et surtout à ce réchauffement projeté. Alors, cette année, dans le cadre des écoles d'été du Cérium, une école sur le droit de l'environnement va se fixer sur le droit des changements climatiques et le droit au sens large, parce qu'on va parler également des politiques publiques qui sont en train de changer un peu partout dans le monde pour essayer d'appréhender ou de mitiguer cet impact. Notre invitée cette semaine est la titulaire du cours, Dina Koutouni. Merci beaucoup d'être là. Merci. Dina, vous êtes une spécialiste donc des questions de droit international. Vous enseignez à la faculté de droit et vous êtes en train de publier Inuit Speak, Land Claims Agreements and Climate Change in Canada's Arctic dans le Wisconsin International Law Review. Donc, un des impacts des changements climatiques, mais c'est sûr, effectivement, les revendications territoriales des Inuits et le changement climatique. Dites-nous un peu comment est-ce que, avec ou sans le changement climatique, la situation change pour les populations inuites. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? On était allés dans 3 communautés dans le nord du Canada, puis on a posé les questions comme quelle sorte de changement est-ce que vous avez vu et comme quel impact dans votre vie quotidienne ont ces changements-là. Puis les gens, ils voient les changements. Et puis ça fait à peu près 20 ans que les Inuits parlent de ces changements. Mais maintenant, ils sont vraiment importants parce que chaque année, il y a les chasseurs qui perdent leur vie parce qu'il n'y a pas assez de glace. Ils pensent qu'ils ont assez de temps pour revenir, mais ils n'ont pas. C'est-à-dire que l'épaisseur de la glace étant plus faible d'année en année, ils traversent la glace à l'endroit où ils pensaient qu'elle serait solide. C'est ça, mais ils ne peuvent pas revenir parce que la glace fond plus vite que d'habitude. Il y a des espèces d'animaux qu'ils n'ont jamais vues qui sont présentes maintenant, mais ces espèces maintenant sont en compétition avec les espèces qui étaient déjà depuis longtemps. Donc, il y a plusieurs problèmes, mais les Inuits, qu'est-ce qu'ils veulent savoir maintenant et est-ce que les contrats qui sont signés avec le gouvernement du Canada par rapport aux ressources naturelles,
la chasse, la pêche, etc., qui sont en train de changer à cause de ces changements climatiques. Mais qu'est-ce que le gouvernement canadien va faire par rapport à ça? Parce que c'est sûr, c'est certain, c'est pas à cause de la vie que les Inuits vivent qu'on a ces changements climatiques qui se passent présentement. Donc, les accords territoriaux, les accords de partage de ressources donnaient aux Inuits un accès à tel type de ressources ou un accès protégé à tel type de ressources fauniques, par exemple. Et là, la ressource n'est plus là ou elle n'est plus aussi facilement disponible, rejoignable. Et donc, les Inuits se retournent vers l'État en demandant quoi, une renégociation Oui, mais c'est ça. accords. On n'est pas rendu à ce point-là, mais je pense que ça s'en vient. Et je trouve que le gouvernement du Canada est vraiment pas prêt. Ils n'ont vraiment pas pensé à ça. On peut prendre, par exemple, si une communauté a le droit à un certain nombre de caribous, et ça fait partie de leur contrat, puis mais les caribous, maintenant, ne passent pas par leur communauté. Donc, ils ont perdu qu'est-ce qu'ils ont pensé, ils ont eu, et c'est pour ça qu'ils avaient, et c'est pour ça qu'ils ont signé ce contrat. C'est fascinant. Alors, il y a d'autres choses qui changent. Par exemple, vous allez aborder pendant le cours la question du droit pénal international. Alors, en quoi est-ce que le changement climatique a un impact sur le droit pénal? Mais c'est ça. Ça, c'est tout nouveau. C'est un champ de droit qui est en émergence. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent ce champ de droit. Puis, on est chanceux d'avoir quelqu'un qui fait son doctorat à la Faculté de droit de l'Université de Montréal qui se spécialise là-dessus. Et ça, c'est l'idée que quand il y a les crimes qui ont rapport avec l'environnement, on ne peut pas maintenant juste dire, mais on va juste demander aux gens de payer. On va vraiment regarder à l'aspect pénal. Est-ce qu'il y a une façon de punir ces gens-là en utilisant le droit pénal et pas juste les demander de payer? Donc, c'est-à-dire au-delà de l'amende ou de la réparation, avoir une peine de prison, finalement. C'est pour exactement les responsables de la dégradation climatique ou d'autres types de polluants, je suppose. Bien, c'est ça. Ça a commencé avec les crimes contre l'humanité. Puis là, c'est en droit international, c'est évident qu'il faut aller un peu plus loin. Et la prochaine étape, c'est l'environnement. Est-ce qu'il y a des États qui commencent à s'intéresser à ça? Est-ce qu'il y a des poursuites qui sont intentées? Mais les États de Scandinavie sont vraiment intéressés par ça, puis ils poussent pour. Il y a les pays en voie de développement qui sont vraiment intéressés aussi, parce que évidemment, beaucoup de crimes contre l'environnement se passent dans leur pays par rapport au dumping des produits toxiques en Afrique, puis les choses comme ça. Il y a les poursuites qui commencent, mais il n'y a rien officiel qui était déposé encore. OK. Et est-ce que l'idée, ce serait d'ajouter l'aspect environnemental au mandat de la Cour pénale internationale, qui en ce moment, comme vous le dites, s'occupe seulement des génocides et des crimes de guerre, ou de créer une autre institution? Mais c'est ça. Ça, c'est une option, parce que assez souvent, c'est difficile de séparer les crimes contre l'environnement puis les crimes contre l'humanité. Mais il y a ceux qui disent que probablement, à cause de les enjeux politiques au niveau international, ça ne passerait pas. Donc, on est aussi bien de créer un nouveau cours. Puis cette cour-là va s'en occuper des questions de l'environnement. Alors, il y a la question du droit à la santé aussi, oui, qui est bousculée avec ça. De quelle façon? Mais à cause des changements climatiques, il y a beaucoup de maladies qui affectent certains gens plus par rapport, par exemple, les maladies tropicales. Plus que le climat change, plus qu'il y a des mérigouins ou les choses comme ça, qui fait en sorte qu'il y a plus de maladies tropicales qui affectent une grande population que si les changements climatiques n'étaient pas là, n'auraient été pas aussi sévères. Mais ça, c'est pas évidemment juste les pays tropicaux. Ça arrive chez nous aussi. Il y a juste les maladies qui sont plus à l'aise avec le météo comme tel maintenant qu'auparavant. Donc, en droit international, il y a beaucoup de gens, surtout le World Health Organization, qui regardent ça puis ils disent « Ouais, il faut vraiment faire quelque chose parce que si l'impact des changements climatiques continue, on va voir plus en plus ces problèmes de santé. Puis il faut commencer à penser à ça maintenant avant que ça devienne un grand problème. » Donc, c'est une question de politique publique, de comment s'organiser pour mitiguer les impacts ou venir en secours aux gens qui sont affectés par ça. Mais ce n'est pas du droit ou c'est pas une question de poursuite. En quoi est-ce que le droit est impliqué?
Mais le droit, évidemment, c'est la fondation de tout ça. Il faut avoir des règles à suivre. Il faut avoir des pénalités si les règles ne sont pas suivies. Donc, il y a toutes sortes des choses qu'on peut faire au niveau de la santé, au niveau politique, mais il faut avoir le base, puis le base, c'est le droit de la santé. Au niveau, donc, des changements à faire au niveau des traités sur la santé, du traité qui a créé l'Organisation mondiale de la santé, des engagements des États face à l'organisation. C'est ça, par rapport, par exemple, à la disponibilité de certains médicaments. Là, on peut parler des questions de la propriété intellectuelle, on peut parler de toutes sortes de questions qui font en sorte qu'avant, on pensait même pas à ces médicaments, mais ça se peut que dans 10 ans, si on continue dans notre chemin, on va avoir besoin beaucoup plus de ces médicaments. Mais c'est qui va les fabriquer, à quel prix, puis ils vont être disponibles à qui? Alors, il y a une autre question qui est fascinante, elle est tragique et fascinante à la fois, c'est la question des réfugiés écologiques. Ça aussi, vous allez en parler. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? Où en est-on? Mais c'est ça, les réfugiés écologiques sont vraiment désavantagés au droit international parce qu'on ne trouve pas la phrase réfugié écologique nulle part, dans n'importe quel traité. Dans aucun traité, nulle part à l'ONU, dans les droits de l'homme, les droits de la personne, non. Donc, c'est encore une autre chambre de droit en émergence et le problème avec ça est qu'on commence à voir les problèmes que ça peut causer à ces gens-là, les changements climatiques. On peut parler des îles dans le sud-est d'Asie, la Polynésie, puis toutes ces places-là, que dans 10 ans, ils savent que leur île va être sous de l'eau. Mais il faut trouver une place pour ces gens-là. Eux, ils disent, on va aller à, disons, Nouvelle-Zélande parce que c'est plus proche. Mais Nouvelle-Zélande va dire, non, on n'est pas sûr qu'on veut 50 000 personnes comme ça. Et si on trouve une place mais avec quel droit par rapport à leur culture, langue, etc. C'est un énorme problème. Mais et pendant que le problème n'est pas résolu, l'eau monte. Exactement. Alors, écoutez, donc, j'en cite quelques autres. On va commencer par une introduction au droit international du changement climatique, le système d'échange des droits d'émission, les fameuses bourses du carbone qui est en train de s'opérationnaliser, même en Amérique du Nord bientôt, le droit international du développement durable, la responsabilité sociale des entreprises. Donc, vous avez une douzaine de conférenciers que vous dirigez, que vous coordonnez, qui vont intervenir dans l'école. Et je pense qu'il est bon de dire aussi il y a des étudiants en droit, mais il y a des avocats qui participent, il y a des citoyens intéressés, des gens d'ONG, des gens qui font de la politique publique en environnement. Les avocats intéressés, cette formation est homologuée par le Barreau du Québec dans la formation continue que les membres du Barreau doivent avoir chaque année. Exactement. Alors, ça s'annonce tout à fait fascinant parce que c'est le caractère émergent de chacun de ces champs de droit qui se développe sous nos yeux. Et donc, on rappelle aux gens que c'est du 29 juin au 4 juillet. Ça se donne entièrement en français et dans une classe à côté entièrement en anglais. On vient sur le site serium.ca pour se renseigner et pour s'inscrire. Alors, Dina Koutouni, vous savez, à cette émission, on demande toujours à notre invité de choisir une plage musicale qui illustre le propos. Qu'avez-vous choisi et pourquoi? Mais moi, j'ai choisi New Orleans is Sinking par Tragically Hip parce qu'évidemment, quand tu dis pendant qu'on parle, l'eau monte, puis à un moment donné, il faut qu'on se décide si on va faire quelque chose ou non. Puis comme la chanson dit, New Orleans is sinking, but I don't want to swim. Il y a les gens qui ne veulent pas. Donc, mais nous, on ne veut pas caler avec eux. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se décide qu'est-ce qu'on veut faire. Tout à fait opportun. Alors, Dina Koutouni, professeure de droit à l'Université de Montréal, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ces questions. Et donc, on vous retrouve à l'école d'été sur le droit international du changement climatique. Et on écoute, grâce à vous, New Orleans is Sinking, interprété par Tragically Hip. All right. The blue on the street, loose and can bleed under skies so smoky blue-green. I can't foresee a Dixie ditch. On parle beaucoup du changement climatique et des nouveaux instruments qui nous permettent d'essayer de juguler l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
Mais il y a aussi la biodiversité qui est mise à mal. Vous savez, les espèces en voie de disparition, les aires protégées qui ne sont pas assez nombreuses et la dégradation, il y en a de plusieurs zones écologiquement fragiles. Alors, nous allons discuter de cette fragilité et des moyens de s'y attaquer avec notre invité Pierre-André. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Plaisir. Pierre, vous êtes professeur en géographie ici à l'Université de Montréal. Vous dirigez le CIDRI, qui est le Centre de développement de la recherche internationale en environnement. C'est une unité du CERIUM. Et vous co-dirigez une école d'été sur la biodiversité. Alors, vous allez passer en revue pendant cette école de 6 jours un certain nombre d'éléments de diagnostic, mais aussi de progrès et de propositions. Alors, si on demandait quels sont les nouveaux outils de protection de la biodiversité, qu'est-ce que vous répondriez? Moi, je dirais que le principal outil qu'on va aborder dans l'école, c'est celui de la Convention sur la diversité biologique. Donc, la Convention date de 1992, c'est assez récent. On essaie de le mettre en place, de mettre en place cette convention-là, de réussir à appliquer les différents articles. Donc, dans cette veine de protection de la diversité biologique, il y a un certain nombre d'outils, effectivement, nouveaux, peut-être pas toujours, certains sont un peu plus anciens, mais qui sont de plus en plus adaptés et utiles. Je pense, par exemple, au protocole de Carthagène sur la biosécurité. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un protocole qui s'intéresse, entre autres, aux organismes génétiquement modifiés, donc les questions de sécurité qui pourraient être liées à ces organismes-là. Je pense à toute cette action qu'on voit également au Québec, qui est de création de réseaux d'aires protégées, pour essayer d'atteindre des objectifs de 8 ou 12 %, dépendant des pays et de l'objectif qu'on se donne à l'échelle internationale. Je pense à tout ce qui est protection des habitats autres que les aires protégées, la protection des milieux humides, par exemple, dans les espaces métropolitains ou urbains. Donc, les outils sont nombreux. L'outil clé, donc, c'est cette convention sur la biodiversité, dont le secrétariat est à Montréal, d'ailleurs. Tout à fait, oui. Alors, donc, les États signataires se sont engagés à quoi exactement? Est-ce qu'il y avait un calendrier? Est-ce qu'il y a des objectifs ou ce sont des intentions? Il y a plus que des intentions. Il y a d'abord un engagement de refaire un bilan régulier, de suivi, si on veut, de la diversité biologique à l'échelle mondiale. Ça a été fait, ce bilan de la biodiversité, sous le Global Biodiversity Outlook, qui a été publié. Il y a aussi un suivi de la mise en place dans chacun des pays par la Convention, par le secrétariat, des outils principaux, des articles principaux, la participation citoyenne, le partage des bénéfices, entre autres, sur l'exploitation de la biodiversité. Donc, ça va plus loin quand même. Est-ce qu'on peut dire, après donc, plus de 15 ans, que l'adoption de la Convention et son application graduelle a limité les dégâts ou, disons, ralenti le rythme de dégradation des... Il est difficile d'affirmer ça. Je dirais qu'elle a sûrement permis une meilleure conscientisation des dégâts et des dommages. Elle a permis sûrement l'adoption de nouveaux engagements nationaux. Elle a peut-être sûrement accéléré le développement du réseau d'aires protégées. Mais est-ce qu'on a limité la perte de la diversité biologique? Je ne pense pas qu'on pourrait affirmer ça. Je crois bien que la diversité biologique continue de décroître. Donc, je ne pense pas qu'on ait vu encore de résultats. Alors, bon, vous parlez donc de la valeur de la biodiversité. Ça, c'est un thème qui va être abordé dans l'école. Vous parlez donc de la valeur économique de cette biodiversité. Est-ce que c'est une valeur économique qui joue en son défaveur parce que c'est en la détruisant qu'on réalise sa valeur? Ou est-ce qu'il y a, disons, un peu comme dans la bourse du carbone, on utilise les mécanismes de marché de façon positive, c'est-à-dire pour réduire les gaz à effet de serre? Est-ce que de la même façon, il y a une façon d'utiliser l'économie pour renverser la dynamique? La comparaison est difficile, mais effectivement, il y a moyen d'utiliser l'économie pour démontrer les bienfaits d'intervention humaine. Donc, par exemple, un des intervenants sur cette question économique, qui est de l'Université du Québec à Montréal, l'École des sciences de gestion, Jean-Pierre Revray, il travaille avec les producteurs agricoles. Et il essaie de voir comment les investissements faits par les producteurs agricoles sur la protection de l'environnement ont permis d'améliorer la qualité de la diversité biologique. Donc, en faisant ce genre d'action, ça permet, par exemple, de constater les bienfaits des interventions et inciter d'autres à interagir ou à intervenir en faveur de la protection de la biodiversité. Et est-ce que les agriculteurs, dans ce sens-là, ça a simplement augmenté leurs coûts ou ça a augmenté aussi leurs revenus?
Ben, excellente question. J'espère qu'on pourra la poser à M. Revray. Ça augmente leur coût, mais ça augmente leur image, ça améliore leur image. Donc, c'est déjà un point important dans la structure où nous sommes. Alors, il y a la question également que vous allez couvrir, la bioprospection Oui. et la propriété intellectuelle. De quoi s'agit-il? Bioprospection, dès qu'on utilise le mot, on pense à l'industrie pharmaceutique. Ah. Donc, la recherche de plantes, de protéines ou autres éléments qu'on retrouverait dans la nature. Donc, on sait, par exemple, que les communautés traditionnelles peuvent avoir une médecine traditionnelle et reconnaître, eux, certains effets bénéfiques de certaines molécules, probablement, liées à une certaine plante. Donc, les entreprises pharmaceutiques, depuis plusieurs années, font de la bioprospection. Et cette bioprospection était souvent faite à l'encontre des bienfaits de la communauté. On leur volait cette expertise. Donc, de plus en plus, avec la Convention en particulier, on demande de partager les bénéfices pour éviter cette spoliation. Cette perte-là, c'est ça, cette spoliation. Alors, c'est sûr que si on découvre que dans une zone en danger, qu'il y a une molécule ou une plante ou quelque chose qui peut être bénéfique et économiquement rentable, on voudra protéger cette aire-là de la destruction, je suppose. Oui, mais peut-être que la bioprospection n'est peut-être pas rattachée à ce point à une aire très limitée. La plante peut être plutôt générale dans un espace, elle n'est pas nécessairement rare. D'accord. Et lorsqu'on a pu isoler la molécule, si on peut la reproduire en laboratoire, on n'a plus besoin de la plante. On n'a plus besoin de la plante, mais on a tiré l'expérience d'une communauté, d'un savoir. Et on sait qu'à mesure que l'Amazonie, par exemple, disparaît, on ne saura jamais ce qu'on aurait pu y trouver si on l'avait gardé. D'où l'importance de protéger les habitats. Je vois aussi que, la protection des habitats, c'est quelque chose que vous allez couvrir. Les OGM. Vous avez parlé tout à l'heure du protocole de Carthagène, mais la grande question, c'est évidemment la propriété du vivant. Alors, ça va être propriétaire, avoir le brevet sur une molécule, qu'elle soit agricole ou qu'elle soit même biologique vivante. Où est-ce qu'on en est là-dessus? Est-ce qu'on a l'impression que Monsanto, des grandes multinationales, ont déjà des droits acquis qui sont irréversibles? Une grosse question. Bonne question. C'est dur de répondre de façon tranchée à cette question-là. La raison de ça, c'est que, bien sûr, il y a Monsanto, qui est une organisation très puissante dans ce développement des OGM. Ils investissent énormément pour développer ces plantes résistantes aux pesticides qu'ils vendent eux-mêmes. Donc, ils prennent d'une certaine façon des droits sur du vivant. Mais la préoccupation est plus quelles sont les conséquences de cette exploitation d'OGM dans l'environnement. Et au-delà même de la propriété, de l'appropriation du vivant. Donc, il y a des questions de sécurité, des principes de précaution qui s'appliquent bien. Et on aura justement des gens qui vont venir nous parler de l'application du principe de précaution. Je pense à Hélène Trudeau, par exemple, de la faculté de droit de l'Université de Montréal, qui s'intéresse directement à cette question-là. Thérèse Leroux, même faculté, qui s'intéresse beaucoup aux organismes génétiquement modifiés. Puis, on aura la chance d'avoir une professeure mexicaine, qui est Elena Lazos, qui travaille sur le maïs, tel qu'utilisé par les communautés autochtones mexicaines. Et c'est sûr que le maïs et les organismes modifiés génétiquement, il s'agit du maïs, pour elle, ça la préoccupe beaucoup. Une préoccupation très différente peut-être de la nôtre. La nôtre, on est préoccupé, oui, mais on ne dépend pas de dizaines et dizaines de variétés de maïs. Alors qu'on voit, je pense qu'au Mexique, un de ces champs d'études, c'est le fait qu'il y a la contagion entre les champs où il y a des OGM, du maïs donc génétiquement modifié, et qui s'en vont dans les champs où il y avait le maïs traditionnel. Et là, il y a des problèmes à la fois de propriété et d'intégrité des cultures. C'est ça. Mais il n'est pas facile de faire la démonstration de ces croisements. Et il n'y a pas de preuves très nombreuses de cette situation de croisement. Il faudrait que je vérifie s'il y en a même. Je ne suis même pas sûr qu'il y en ait. Mais la question c'est une est de nos posée. préoccupations. La question est posée. Et la recherche se développe dans ce sens-là également. Pierre-André, comme vous le savez, on termine ici les entrevues avec une plage musicale. Qu'est-ce que vous avez choisi pour nous et pourquoi? J'ai choisi l'histoire de pêche des Cowboys fringants. Parce que, on parle de protection de la diversité biologique. Et la diversité biologique, c'est important en soi, mais pour moi, c'est aussi en lien avec l'être humain, avec sa capacité de satisfaire ses besoins. Or, dans cette chanson, l'histoire de pêche, les Cowboys fringants reviennent sur l'histoire de la pêche à la morue. Et on sait que les conséquences sociales de la perte des capitaux de morue, du stock de morue, surpêche est important.
Tout à fait. Ouais. Alors, Pierre-André, merci beaucoup. Je rappelle que cette école sur la diversité biologique a lieu du 6 au 11 juillet. Alors, pour vous renseigner, pour vous inscrire, allez sur le site du Cerium, cerium.ca. Et nous écoutons, grâce à vous, les Cowboys fringants, Histoire de pêche. Le petit pêcheur gaspésien suivait son père chaque matin. 15 ans et demi et déjà le pied marin. Sous la lueur d'un vieux fanal, accompagné par les étoiles, prenait le large le vent dans les voiles. Tous les jours son père lui disait, quand il remontait les... À voir, lire et entendre cette semaine, nous allons être très éclectiques dans notre approche de la science. On va d'abord se poser la question, est-ce que le management est le prolongement de la doctrine chrétienne? Et on va se demander si l'éclatement des sciences a une capitale universitaire. Et est-ce que cette capitale est Vincennes? Qu'est-ce qui s'y est produit et qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui? Et pour en discuter, notre invité, Karim Benyekleff. Merci d'être là. Bonjour. Karim, vous êtes professeur de droit à l'Université de Montréal. Vous dirigez le Centre de recherche en droit public. Votre dernier ouvrage paru, un ouvrage massif, Une possible histoire de la norme, les normativités émergentes de la mondialisation. Ça a été publié chez Thémis. Et vous avez lu pour nous 2 ouvrages. D'abord de Pierre Legendre, un juriste, Dominium Mundi, l'empire du management. Et puis Vincennes, une aventure de la pensée critique. Ça, c'est chez Flammarion. Alors, parlons d'abord de l'empire du management. Alors, je l'ai dit en ouverture parce que vous me l'avez soufflé. Quel lien avec la doctrine chrétienne? Alors, Pierre Legendre, d'abord, est un juriste, effectivement, mais aussi doublé d'un psychanalyste. Alors, il a une perspective assez originale et sa formation juridique est historique. Alors, Dominium Mundi, ça fait référence, évidemment, en latin, à l'expression propriété du monde, mais ça fait référence, en fait, à une très vieille expression, Dominus Mundi, le maître du monde ou le propriétaire du monde, qui désignait l'empereur du Saint-Empire romain germanique et dont le pape voulait en fait cet attribut, désirait avoir cet attribut, puisque vous vous rappellerez sans doute qu'au Moyen-Âge, il y avait une forte lutte entre ces pouvoirs. Et Pierre Legendre, dans cet ouvrage, nous dit finalement qu'aujourd'hui, le Dominus Mundi, celui qui a établi sa propriété du monde, c'est le management, c'est l'économisme, en quelque sorte. Et pour ce faire, alors évidemment, cette démonstration est assez simple à faire, puisqu'aujourd'hui, je crois que c'est assez incontestable que l'économie, effectivement, est une science suréminente qui détermine beaucoup de choses. Mais pour démontrer un peu ce qu'il avance, il nous ramène un peu dans l'histoire. Il faut bien préciser que ce livre est d'abord aussi un documentaire qu'il a sorti en 2007. Et il nous démontre donc que le management a aujourd'hui remplacé, d'une certaine manière, le discours religieux, qui est dans la foulée, dans la continuité du discours religieux, un discours qui a toujours eu une vocation universelle. C'est ça, transcendantal, c'est celui qui détermine tous les autres. On ne peut plus discuter de rien aujourd'hui sans passer par le filtre de l'économie. Voilà, comme on le faisait jusqu'à il n'y a pas longtemps, au Moyen-Âge et puis par la suite, évidemment, où on ne peut pas remettre en doute les dogmes de l'Église. Et il y a cette vocation universelle de l'Église, on le sait, qui a toujours existé. Et aujourd'hui, c'est la globalisation. L'économie a une vocation globale. On veut imposer non pas la religion aujourd'hui comme on le faisait autrefois, mais on veut imposer aujourd'hui le management, l'économie de marché, le libéralisme, en un mot. Et il dénonce évidemment cette situation et il note justement que le droit est finalement d'une certaine manière l'auxiliaire de ce management triomphant. Et encore une fois, il fait une référence historique puisqu'il dit finalement, on se souviendra qu'au XIe siècle, au XIIe siècle, avec la redécouverte du droit romain, dont se sont servis les rois des États en devenir pour affirmer leur autorité et construire l'État. Ce sont les juristes de l'époque qui ont construit l'État moderne tel qu'on le connaît au Moyen-Âge, en se fondant sur le droit romain. Et il dit aujourd'hui, les architectes du management se fondent aussi sur le droit pour construire leur empire moderne. Donc le droit n'est pas l'épine dorsale de l'organisation de la société, mais plutôt s'adapte à la volonté du management international d'établir son empire. Absolument. D'ailleurs, à l'époque, on le disait, pour le souverain, ce qui était nécessaire, c'était les armes et la loi. Parce qu'il y avait une sorte d'équivalence, on parlait même de l'épée juridique dans certaines expressions, enfin c'est une mauvaise traduction latine, mais par conséquent le droit, oui, sert effectivement d'argument, de rhétorique pour venir faciliter la pénétration, la globalisation de l'économie.
Mais on peut dire que comme la religion a connu des crises, que donc cette nouvelle religion est en crise aussi. Elle est en crise actuellement, oui. Effectivement, avec ce qui s'est passé récemment. On peut penser aussi peut-être d'une certaine manière que le G20 va, avec sa réunion d'avril où il a fait certaines propositions de régulation globale, s'inscrit aussi quand même d'une certaine manière dans cette volonté de réguler et de développer un droit global. Alors même si les économistes ont du plomb dans l'aile en raison de la crise actuelle, on remarque que cette idée d'un droit global qui est profondément ancrée dans la psyché occidentale poursuit son chemin malgré les vicissitudes de l'économie. Mais là, il peut être utilisé comme l'épée du souverain économique ou l'épée du politique pour essayer de normer ou de, de civiliser l'économie. Voilà. Alors le droit pourrait se retourner contre les dérives de l'économie. Le droit n'a pas de maître, il n'a que le maître le plus puissant au moment, au jour J, si on peut dire. Alors là, évidemment, si l'État reprend la place qui lui revient, le juriste va aller servir l'État. Ça dit quelque chose de pas très éthique sur le juriste, mais enfin, cela dépend des juristes, je suppose. Ça dépend des juristes, et puis évidemment, on parle tout ça dans une perspective historique. Oui. Alors, Vincennes. Alors, pourquoi un bouquin maintenant, donc en 2009, sur Vincennes? C'est cette université française, parisienne, où beaucoup de choses se sont tramées dans les années 60 et 70. Pourquoi est-ce que c'est encore aujourd'hui un lieu phare? Alors écoutez, si on, dans la foulée de Pierre Legendre, de Dominium Mundi, lui, s'il dénonce le management, une des raisons, il y en a plusieurs, mais une des raisons qu'il avance pour cet économisme triomphant, c'est l'éclatement, la fragmentation des savoirs, divisés en petites catégories depuis le 18e, surtout le 19e, comme dans nos universités, on a la faculté de droit, de sociologie, etc. Alors, il estime que c'est peut-être une des raisons pour laquelle l'économie triomphe. Or, Vincennes, c'est un peu le triomphe de l'interdisciplinarité. Nous avons en janvier, pour être plus exact, le 13 janvier 1969, dans la foulée donc de mai 68, s'ouvre le Centre universitaire expérimental de Vincennes, qui allait devenir Paris 8 à partir de 1972, sur une proposition d'Edgar Faure, ministre alors de l'Éducation du général de Gaulle, qui envoie une missive au général de Gaulle. D'ailleurs, il y a un extrait dans cet ouvrage qui est très bien fait, puisque ce sont des extraits de lettres, etc., des photos, tout ça, qui envoie une lettre au général de Gaulle pour le convaincre d'ouvrir donc dans la région parisienne 7 antennes, en arguant notamment du trop grand nombre d'étudiants, puisque dans les années 60, évidemment, les jeunes Français vont à l'université de plus en plus, et aussi, et ça c'est assez étonnant venant d'un politique, mais quand même, il dit parce qu'il faut absolument assurer une vocation pluridisciplinaire, il emploie l'expression pluridisciplinaire, à ses futurs étudiants. Alors, par contre, c'est un des thèmes que le sociologue Edgar Morin avait introduit, l'interdisciplinarité. Interdisciplinarité, qui n'était pas forcément aussi bien en vue qu'aujourd'hui, parce qu'on rappelle, et il le cite ici, Louis Althusser, qui dénonçait, lui, l'interdisciplinarité, en disant que ça ne pouvait pas être autre chose, et je cite, qu'un rassemblement des ignorants. Ah. Alors, parce qu'il faut, alors, donc le philosophe, oui. et donc lui disait, on l'entend encore aujourd'hui à l'université, il faut être spécialiste de quelque chose, et ceux qui sont des généralistes ne sont spécialistes de rien. Oui. Alors écoutez, ce qui est intéressant dans cette université, c'est que finalement, à un moment donné, et je le cite encore une fois parce que je trouve que cette phrase est vraiment très intéressante, ils disent non pas enseigner des savoirs, mais enseigner à être un sujet. Alors, par conséquent, dans la formulation académique de Vincennes, il fallait suivre, comme il disait, 30 unités sur 3 ans. Il fallait absolument que vous suiviez un tronc principal, genre sociologie ou anthropologie, peu importe, et vous deviez absolument choisir une autre matière pour 14 unités, ce qui représentait quand même un certain nombre de crédits. Et on s'aperçoit finalement que l'aventure de Vincennes, avec des noms aussi importants qu'aujourd'hui, qu'Alain Badiou, le philosophe, Roland Barthes à l'époque, évidemment Michel Foucault, etc., ils y enseignaient. Ils y enseignaient. Ils ont tous enseigné. Noam Chomsky, Marcuse y est passé, etc. C'est vraiment une pépinière, Deleuze, même Jacques Lacan est venu donner un séminaire. Il n'est pas revenu après, apparemment. On ne l'a pas très bien compris, je ne sais pas. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'aujourd'hui, dans les universités américaines, qu'on célèbre beaucoup, ces fameuses Cultural Studies qu'on connaît dans les grandes universités américaines, c'est un peu Vincennes. Vincennes était finalement la matrice dans laquelle ces études transversales, interdisciplinaires se sont développées. Ça a été évidemment un repère intellectuel tout à fait intéressant, avec une pensée radicale.
très marqué par le gauchisme. Le gauchisme, maoïsme, marxisme. Mais bon, vous avez cité un certain nombre de très grands professeurs. Oui. Mais est-ce que maintenant, avec le recul, est-ce qu'on retrouve quelques grands étudiants qui ont fait leur marque? Alors c'est amusant parce qu'effectivement on aurait pu croire que dans le bouquin ils allaient nous faire peut-être une certaine nomenclature, mais pas vraiment. On a surtout parlé des séminaires, des professeurs, parce qu'il faut bien reconnaître que l'université de Vincennes, en tout cas dans les premières années, était un peu particulière. Parce que pouvaient y assister non seulement des étudiants dûment patentés, si je puis dire, mais également les ouvriers et les salariés. Ah. Ce qui fait que les séminaires étaient un peu des foires d'empoigne, en fait, où, d'après le livre, puisque je n'y étais pas, on débattait sans cesse, sans arrêt. Alors, je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de temps pour les examens et les résultats scolaires. Très bien. Karim Yanklev, merci d'avoir... Donc, vous recommandez ces deux ouvrages à ceux qui s'intéressent à ces questions? Oui, surtout le second qui est très bien fait, avec, comme je disais, des photos, des facsimilés de lettres, d'échanges, même de courriers manuscrits, Derrida, des échanges entre Derrida, Jacques Derrida, le philosophe, Hélène Cixous, qui a été très impliqué au début. Jacques Julliat aussi, l'éditorialiste de l'Observateur, était là dès les débuts. Alors, Vincennes, une aventure de la pensée critique, et Pierre Legendre, Dominium Mundi, l'empire du management. Alors, Karim, vous savez, à cette émission, on vous demande de choisir une plage musicale qui a un lien avec notre propos. Qu'avez-vous choisi et pourquoi? Alors, écoutez, j'ai choisi une musique de Bach, une messe de Bach. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle accompagnait le documentaire de Pierre Legendre. Et il écrit, en citant ce verset de l'Apocalypse de Jean, « Voici le salut et la puissance », c'est ce qui ouvrait cette messe. Et il dit, ces mots glorieux de la piété chrétienne sont aujourd'hui, qui ont annoncé le règne du Christ, eh bien ces mots aujourd'hui exaltent les promesses et les pouvoirs de l'économie globalisée. Voici le salut et la puissance. Alors Karim Yanklev, merci d'avoir été avec nous et on écoute grâce à vous Jean-Sébastien Bach, sa messe en si mineur. C'était notre émission pour cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les personnes qui ont été interviewées pendant l'émission, sur les livres dont on a discuté, vous pouvez venir sur le site du Cerium, cerium.ca. Vous y verrez également les conférences que nous préparons pour les jours et les semaines à venir. Vous êtes invité à y participer. L'entrée est toujours libre. Et vous verrez également de l'information sur les écoles d'été du Cerium. Ce sont des écoles qui sont ouvertes aux étudiants de maîtrise et de fin de bac, mais aussi à des gens comme vous intéressés par l'information internationale. Il s'agit de 6 jours intensifs que nous organisons du 29 juin pour une première semaine et ensuite jusqu'au 11 juillet. Je vous donne rapidement les thèmes. La présidence d'Obama, l'an 1, Inde, surprenante modernité, la Chine éveillée, comment elle change et nous change, pluralisme et radicalisation dans le monde arabo-musulman, terrorisme, le comprendre pour le prévenir, opération de paix, comment on construit la paix, et nous offrons 2 séminaires sur des questions environnementales. D'abord, une introduction au droit international du changement climatique, puis la biodiversité, enjeux et défis. Dans chacune de ces écoles, les professeurs de l'Université de Montréal, leurs collègues internationaux, une dizaine d'experts en tout pour chacune des écoles vous aident à comprendre l'ensemble de la situation, du thème ou de la région choisie. Merci à vous d'avoir été là, je ne le dirai jamais assez, à la fois sur le réseau de Radio Ville-Marie ou au Canal Savoir. Vous pouvez également revoir cette émission et les précédentes sur le site du Cerium. Et merci à l'équipe technique, Luc Laflamme, Jocelyn Spronken et Ognan Guerriev. À la semaine prochaine. Après 3 ans d'école d'été, c'est toujours aussi bien, c'est vraiment, l'atmosphère est sympathique. C'est une chance vraiment unique pour nous de pouvoir essayer de parsemer encore plus notre éducation. Peut-être c'est le thème qui a rendu l'ambiance décontractée, mais en tout cas propice à l'apprentissage.
apprend énormément de choses sur mon propre travail. Je trouve que c'est enrichissant. Et les messages, les nuances qu'on essaie de faire passer sont vraiment très très bien intégrés par les étudiants. Au bout d'un moment, il se crée une espèce de communauté, ce qui fait qu'on a un certain nombre de questions qui, même si elles ne sont pas au programme, viennent traiter dans le cadre des discussions. Je me rends expert moi-même en faisant ça.